Bien, on en vient maintenant sur le Togo, contentieux sur la Commission électorale nationale indépendante. L'UFC veut s'en remettre aux juridictions compétentes dans un courrier adressé par le parti à la coalition, du moins à Isabelle Ameganvi, président du groupe parlementaire ANC. L'UFC dit se réserver le droit de recourir aux juridictions compétentes, notamment à la présidence de l'Assemblée nationale, la facilitation et éventuellement la Cour constitutionnelle pour régler la question du contentieux à la CENI. Pour rappel du contexte, eh bien depuis que le second round du comité de suivi a rendu son relevé de conclusion, il se pose une question sur la présence même de l'UFC au sein de l'opposition parlementaire. Alors aujourd'hui, Jean-Paul Agbo, est-ce que vous pensez que ce petit contentieux sur la CENI devrait aller jusqu'à l'étape de juridiction pour être résolu? En parlant de juridiction compétente, je ne sais pas à quel organe institution on fait référence. Je crois que ce contentieux a assez duré. Nous-mêmes, on en a tellement parlé, on a débattu là-dessus. Et ça donne l'impression de bloquer aujourd'hui le fonctionnement presque normal de la CENI, même si la CENI fonctionne et elle est amputée d'un certain nombre de ses membres. Donc moi je pense qu'il faut à un moment donné trancher définitivement la question en recourant simplement au comité de suivi, aux représentants des facilitateurs pour qu'ils fassent l'exégèse de leur test et qu'ils fassent une explication de test, puisque c'est là le nœud du problème, c'est la lecture que tout le monde fait de ce communiqué. Pour ma part, et sous réserve de ce que le comité de suivi dira demain, je crois qu'il y a deux questions fondamentales qui se posent. La première, c'est est-ce que le comité de suivi a demandé que ce soit uniquement les représentants de la C14 qui siègent à la CENI. La deuxième question, c'est est-ce que, qui est induit de l'autre, est-ce que en faisant référence aux représentants de l'opposition parlementaire, est-ce qu'on peut considérer que l'UFC fait partie de cette opposition parlementaire? Pour ma part, pour avoir parcouru le communiqué et en me référant au contexte et puis au passé de la composition de la CENI, j'estime que ce qui a été demandé en réalité, c'est qu'on en revienne aux pratiques antérieures. Pratiques antérieures qui voulaient que l'opposition parlementaire désigne 5 représentants, le pouvoir 5 représentants. Et en ce qui concerne les représentants extra-parlementaires et les représentants de la société civile, ils s'entendent pour que le pouvoir en désigne 2 plus 1 et l'opposition 2 plus 1, ce qui au final faisait les 16 plus le 1 de l'administration. Ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, lorsque il s'était agi de procéder ainsi, comme on l'avait fait depuis les années 2010, 2013, 2015, la C14 ne voulait pas entendre parler des élections et était dans la rue. Ce qui fait que, finalement, les désignations ont été faites plus ou moins de façon non consensuelle. Et pour moi, c'est à cette démarche consensuelle que le comité de suivi a voulu appeler à travers son communiqué pour que les uns et les autres procèdent à la désignation comme cela se faisait. Je suis conforté dans cette idée parce que quand on envoie les noms au président de l'Assemblée, ce n'est pas Brigitte Adjamabo qui envoie le nom, qui est la dirigeante de la C14, c'est plutôt Isabelle Ameganvi. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est l'opposition parlementaire qui avait compétence prérogative pour proposer les noms et non la C14. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose concerne effectivement, est-ce que l'UFC est de l'opposition ou n'est pas de l'opposition parlementaire? Pour moi aussi, la question ne se pose pas, il ne devait pas avoir polémique. Je comprends bien, puisque l'UFC a des ministres et des préfets, etc., et que pour une partie de l'opinion, à partir de cet instant, l'UFC n'est pas de l'opposition. Malheureusement pour eux, et malheureusement pour ceux qui ne veulent pas voir l'UFC à l'opposition, cette question est tranchée par une loi. Alors,
je l'ai dit plusieurs fois, on peut considérer que la loi est inique, la loi est injuste, la loi est ceci, cela, mais pour l'instant, c'est la loi de la République et c'est le code, la loi portant statut de l'opposition qui définit au Togo qui est de l'opposition et qui n'est pas de l'opposition. C'est pas moi qui dis que l'UFC est de l'opposition, non, c'est cette loi. Puisque, en vertu de cette loi, il suffit simplement de déclarer à l'ouverture de la session parlementaire qu'on est de l'opposition parlementaire. À partir de cet instant, vous êtes considéré comme de l'opposition parlementaire. Donc, à partir du moment où l'UFC s'est déclarée de l'opposition parlementaire, elle est de l'opposition parlementaire, même si ça ne plaît pas. Donc, en considération de ces deux éléments, je pense que l'UFC de droit a sa place à la CENI. Maintenant, si l'UFC veut, dans une discussion avec la NC, etc., la C14 veut partir, ça c'est autre chose. Mais on ne peut pas les contraindre, parce que quand on siège à la CENI, il n'y a que 3 possibilités pour partir. On démissionne, le mandat expire, ou il y a le décès, l'empêchement définitif. Donc, je précise aussi pour finir 2 choses. D'abord, c'est que en 2010, 2013, 2015, l'UFC siégeait déjà à la CENI au titre de l'opposition parlementaire. Donc, ce n'est pas la première fois. Je voulais faire référence aussi à un pays qui est considéré comme, qui a une référence en matière de démocratie, de pratique, etc., qui, lui, n'a pas de définition juridique de l'opposition. Dans ces pays-là, au Togo, il y a une définition juridique et un statut qui est prévu. Au Burkina, en Guinée, etc., il y a ça. Mais dans un pays comme la France, il n'y a pas ce genre de loi. Donc, est considéré comme de l'opposition ceux qui ne votent pas la confiance au gouvernement, ceux qui votent contre la loi de finances. C'est à partir d'un certain nombre de comportements qu'on considère, mais ça n'engendre pas d'obligation ou de devoir. C'est considéré dans le jeu politique. Et ce qui s'est passé la dernière fois à l'élection de Macron, il y a eu ce débat sur Thierry Solaire, un député au départ des Républicains qui, pendant la campagne, soutenait, était le porte-parole même du candidat qui s'est désisté finalement. Il est allé, mais bon, pour celui pesait beaucoup d'affaires, Fillon, et qui, au fil du temps, s'est retrouvé dans un groupe qu'on appelait les constructifs, qui, globalement, était proche plus ou moins de Macron. Alors, il y a une pratique en France qui voulait que le président de la commission des finances soit issu de l'opposition. Et quand on constituait le groupe, la commission à l'Assemblée nationale française, M. Thierry Solaire voulait présider cette commission et il en a été contesté par ceux qui estimaient qu'il n'était pas de l'opposition à partir du moment où, par séquence, il soutenait l'action de Macron. Mais Thierry Solaire est resté président. Donc, ce que je veux dire en finissant, c'est que, en fait, le débat sur qui est de l'opposition, qui n'est pas de l'opposition, peut se retrouver dans d'autres pays, mais il faut à un moment donné que chacun aille au-delà de cette question et mesure l'enjeu. Parce que si finalement, est-ce que, la question que moi je me pose, est-ce que le véritable enjeu, est-ce que c'est la question de ce siège ou derrière ce débat, il y a d'autres choses que chaque personne ne veut assumer. Rodrigue. Vous savez, c'est un sujet qui me fait un peu honte parce que quand je vois un peu tout ce qui se disait hier, comme quoi le combat était mené au nom d'un peuple, en cherchant le bien-être du peuple et tout, et à un moment donné, on comprend que finalement, c'est le gain personnel qui se dessine à travers les actions, ça m'écoeure un tout petit peu. De façon logique, s'opposer, ça a son sens. Opposition, oui, ça a son sens. Moi, je relève des anomalies dans cette loi parce que c'est d'ailleurs ce qui justifie le fait qu'on parle de réforme de la plupart des tests. Il ne peut pas suffire, par exemple, on le disait à l'époque, de prendre un bic ou dire, bon, moi je suis de l'opposition, et puis baf, on balance et on est de l'opposition. On est au gouvernement et on co-gère le pays avec le parti au pouvoir. Donc si aujourd'hui, il faut faire l'état de la nation, par exemple, l'UFC ne peut pas dire
que je ne suis pas concerné. J'ai suivi un ancien lieutenant de Gilles-Christ Olympio, Dimon Auré, sur une radio de la place, et un auditeur lui posait la question de savoir pourquoi lorsqu'il était au gouvernement, il ne sortait pas pour dire que ce n'était pas bien, ce qui se faisait n'était pas bien. Mais il a bien dit qu'il était lié par un contrat. Il y a la discipline de... Et voilà. Et il ne peut pas scier les branches de l'arbre sur lesquelles il était assis. Ça explique beaucoup de choses à comprendre. Aujourd'hui, au fait, pour moi, la vraie question, c'est de savoir s'il faille, par exemple, aller prendre une décision par vote à la CENI. Quelle sera la position de l'UFC? Si nous savons qu'à travers les actions, la confiance a disparu totalement dans les habitudes et c'est la méfiance qui a pris place. Quel sera le comportement de l'UFC? Vous avez vu, depuis le début de cette crise jusqu'alors, certes, il y a des sorties que je classe dans les archives de l'hypocrisie politique. Pour un pied dedans, un pied dehors, ça n'arrange pas. Ce que moi je pense qu'il faut faire fondamentalement aujourd'hui, c'est pour une fois que les gens laissent leur pensée pour penser au peuple togolais, si jamais c'est au nom de ce peuple qu'ils parlent. Ces questions doivent être vidées. Nous sommes dans une situation ou une circonstance exceptionnelle depuis 2017 et l'ouverture d'un dialogue qui jusque-là se déroule entre deux partis, quoique les gens aient crié, le parti au pouvoir et la coalition des 14 partis politiques. Moi, je reprends le communiqué ayant sanctionné les travaux c'était le 23 septembre, du comité de suivi portant décision de recomposition de la CENI. Il était beaucoup plus simple de renvoyer par exemple les acteurs au code électoral. Là, on saurait qu'on les envoie à se conformer à la loi. Et parce que nous sommes dans une circonstance exceptionnelle, il est bien dit que chaque parti choisit ses représentants, les 8, 5 parlementaires, 2 extra-parlementaires et 1 de la société civile. Et chacun choisit. Je me réfère encore à la sortie de la coalition des 14 à travers une conférence de presse qui a bien dit que c'était le contenu des discussions et c'est ce qui a été consigné dans ce document. Si on part de la logique qu'il serait inacceptable pour la coalition, par exemple, qu'on dise en vrac, mais les partis parlementaires se choisissent et puis ainsi de suite, je ne vois pas un communiqué sortir autour de ça. Parce que figurez-vous que bien avant cette séance, il y a eu une autre séance, une première séance où les échanges avaient échoué. Les choses avaient été bloquées et les représentants des facilitateurs, le ministre de la Sécurité ghanéen, Kandapa et puis Thibou Kamara, avaient déclaré qu'ils étaient incompétents pour connaître de cette affaire avant de revenir connaître de cette affaire, peut-être mandaté pour. Donc, aujourd'hui, c'est un faux débat qu'on nous dise, qu'on tambourine, qu'on ne veut pas quitter la CENI. Je ne comprends pas. Qu'on ne veut pas quitter la CENI, et là où les actes trahissent les intentions, c'est quand on insiste à aller discuter avec l'ANC, par exemple. Ça trahit pour moi, ce sont des actes qui trahissent les intentions. Et donc pour moi aujourd'hui, fondamentalement, il est clair que les gens ne combattent pas au nom du peuple, mais c'est au nom des intérêts inavoués. Chris, votre avis sur le sujet? Je ne sais pas si je dois prendre la parole pendant de longues minutes comme mes prédécesseurs. Mais voilà, tu vas le payer cher. Bon, après, pour revenir au sujet, je crois que j'ai deux choses principalement dites sur le sujet. Il y a d'abord ce que l'habitude a consacré, qu'on peut classer au registre de la jurisprudence. Parce que tout à l'heure, Jean-Paul le disait, nous sommes témoins de la chose que depuis 2010, 2013 et puis en 2015, l'UFC a toujours eu droit à ce poste-là, à une voix à la CENI. Mais la question qui se pose aujourd'hui principalement, c'est de savoir
savoir si l'UFC est de l'opposition parlementaire, hein, ou bien soit de l'opposition tout simplement. Je crois que sur le plan légal, en matière de l'UFC a un statut d'un parti d'opposition. Il est vrai que entre-temps, l'UFC a trouvé un accord de gouvernement avec le pouvoir en place, mais cet accord-là n'engage que les deux signataires, ces deux signataires, en ce sens que l'UFC, ça n'engage pas du point de vue du droit ou de la loi, l'État togolais, parce qu'il s'agit d'un accord entre deux parties. Mais sur le plan des statuts, l'UFC est un parti de l'opposition. Et c'est comme cela, en tout cas, qu'il se définit. Et de cet accord, il peut sortir n'importe quel moment et regagner sa place, regagner son statut de plein parti d'opposition. Parce que l'accord en question, c'est entre deux partis, un accord qui n'engage ni les autres partis de l'opposition, ni le peuple togolais. Ça se passe entre deux partis qui ont une certaine vision de la conduite de l'État. Cet accord, comme je le dis, l'UFC peut en sortir à tout moment. Maintenant, si l'UFC veut maintenir sa place au sein de la CENI, bon, quel est le problème que cela pose fondamentalement? Peut-être qu'au sein de la CENI, il peut arriver qu'on mette certains actes au vote et les partis du C14 craignent que l'UFC fasse balancer la décision du pouvoir qui se trouve être son allié. Mais je veux quand même remonter aussi à un autre fait. Récemment, le président de l'UFC, J.P. Olympio, avait appelé, par exemple, le président Faure à ne pas se présenter au scrutin de 2020. Je crois que vu cette sortie-là, ça a été un acte fort en ce sens que l'UFC joue bien son rôle d'un parti de l'opposition, en ce sens qu'il peut contester des décisions. Et à ce moment-là, les gens, au niveau de l'opposition, en tout cas, avaient créé Oura, en ce sens que ceux-là, ils se disaient que, il y a clash entre ces deux partis. Mais aujourd'hui, si l'UFC se dit parti de l'opposition, je crois que cet acte-là, cette sortie-là, fonde ce statut dont il se réclame. Parce que il peut parfois critiquer et il peut parfois, c'est comme Jean-Paul l'a dit tout à l'heure, c'est un parti de l'opposition, mais qui est unir compatible. Qui est unir compatible. Et ça se passe comme ça sous nos yeux. En France, il a si bien évoqué, c'est un parti de l'opposition, mais qui s'inscrit dans la construction, qui trouve qu'il peut critiquer quand il voit que celle-là n'arrange pas le peuple, ou bien s'aligner sur la position de unir quand cela arrange le peuple. On peut aussi l'interpréter de cette façon-là. Alors maintenant, on va faire tourner, il reste une dizaine de minutes, on va faire tourner rapidement 2 minutes chacun. Jean-Paul, on revient à vous. Alors, en termes de juridiction compétente, c'est quoi? C'est la Cour constitutionnelle qui peut trancher finalement? Non, ce que j'ai dit, il n'y a que 3 possibilités pour que Maître Omao quitte la CENI. C'est qu'à un moment donné, il décide de quitter sur l'instruction de son parti. Qu'à Dieu ne plaise qu'il décède, ou alors que son mandat arrive à expiration. Donc, ni la Cour constitutionnelle, ni Faure Gnassingbé, ni vous, ni Rodrigue, ni Chris ne peut obliger Maître Omao à quitter la CENI. Maintenant, encore une fois, ce qu'on peut demander, c'est que le comité de suivi, les représentants de facilitateurs viennent dire ce qu'ils ont voulu dire à travers le communiqué. Est-ce que dans leur communiqué... eux, ils ne peuvent pas le contraindre. Non, mais au moins ce sera clair, puisque le débat aussi, j'ai dit, se situe à 2 niveaux. Ce que le comité de suivi a dit, est-ce que ce que le comité de suivi a dit concerne l'UFC en tant que parti de l'opposition? Donc s'ils disaient que dans leur entendement, l'UFC ne devait pas y siéger, que quand ils parlaient d'opposition parlementaire, ils entendaient simplement
l'opposition parlementaire membre de la C14, là, la position de l'UFC deviendrait intenable. Puisque ça justifie... Enfin, ils peuvent s'y maintenir, mais la justification serait fragilisée. Donc, il faut demander à la facilitation de venir. Mais, sous réserve de ça, quand j'entends la question de morale, d'éthique, de bon sens, pour expliquer pourquoi l'UFC doit quitter, mais on oppose le bon sens, tout ça, à la loi d'une république. Non, il me semble que le fonctionnement d'un État ne se fait pas sur la base du bon sens. C'est des lois qui encadrent le fonctionnement des institutions dans une république, dans un État. Et ces lois peuvent être considérées comme illogiques, ne relevant pas du bon sens, mais c'est la raison. Parce que si chacun sortait de chez lui tous les matins en se disant, bon, moi, je vais fonctionner sur le bon sens, la Cour constitutionnelle prend ses décisions sur le bon sens, les magistrats prennent leurs décisions sur le bon sens, la logique, etc., on ne s'en sortirait pas. Ce serait comme une jungle. C'est pour ça qu'il y a des lois. Et si les lois ne sont pas bonnes, il faut demander à ce qu'elles changent. Et je note simplement que depuis que cette loi a été votée, il me semble en 2012, quelque chose comme ça, ça fait bientôt 6 ans, tous ceux qui aujourd'hui la contestent n'ont jamais introduit une proposition pour la modifier. Donc, c'est à cela que... Alors, maintenant qu'il est clair que même si on s'adressait aux juridictions compétentes, c'est-à-dire techniquement on ne peut pas dégager l'UFC à moins que le parti accepte parti, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Discuter avec le parti, c'est ça? Non, vous savez, oui, j'entends ça, oui, quelque chose me revient. Si sur la base d'un simple courrier, on a pu renvoyer des députés, des représentants de l'opposition de la CENI, qui n'avaient pas démissionné. De la CENI de l'Assemblée nationale, qui n'avaient pas démissionné, contrairement à ce que la loi prévoit. Alors, je me dis, vous savez, au Togo, au Togo, il y a quelque chose. On exploite les choses quand ça ne nous arrange pas. J'accepte et après je manipule ou je joue à la diversion pour gagner du temps. Voilà, c'est la lecture que je fais. Et ça ne m'étonnerait pas qu'après, par exemple, le recensement dans la zone 2, qu'on dise, voilà, on a finalement trouvé, on a convaincu, et puis bon, qu'on nous dise, voilà, l'UFC a accepté de quitter la CENI, par exemple. Vous savez, c'est le jeu politique, c'est la lecture que je fais. Mais l'important pour moi, tel que je le dis, les députés vous diront que depuis qu'on a voté cette loi, parce qu'ils y étaient déjà, il y avait d'autres, par exemple, propositions sur le budget, par exemple, où ils n'ont jamais voté, où les différentes propositions ne sont jamais prises en compte. Il y avait une majorité mécanique qui faisait blocage, ainsi de suite. Ils vous diront. Et à quoi bon ça sert encore d'introduire, par exemple, des propositions pour... Et puis, tout ce qui a suivi, on a vu le traitement réservé à tout ça. Ça peut expliquer le fait que les gens n'aient pas voulu déposer de recours contre cette loi. Et puis, figurez-vous que c'est une loi qui est venue prendre à contre-pied les prévisions. Il n'est jamais attendu que ce soit l'ANC qui vienne en proposition après le parti au pouvoir, au Parlement. Parce qu'à l'époque, j'ai eu la chance de participer à des campagnes de l'Union des forces de changement, enfin, de la plupart des partis politiques, et aussi de l'Union des forces de changement, où il était chanté sur tous les toits que c'est parti pour avoir la majorité, patati patata, et après, on a fait un score qu'on connaît tous. Alors, quand vous prenez ces aspects-là, et que les prévisions ont été prises à contre-pied par les réalités sorties des urnes, quoi que ce soit contestable ou pas, ou quoi qu'on reproche, ainsi de suite, alors ça a reconfiguré les choses. Et si aujourd'hui, je le dis, l'insistance d'aller discuter, pour moi, c'est qu'on veut, on a laissé une carapace qu'on a envie de reprendre. On se rend compte que c'était un faux pas de l'avoir laissée et on a envie de la reprendre. Sinon, pour moi, il n'est pas difficile, si les gens sont sincères, que cette place-là soit libérée pour que le pays puisse avancer ou pour que les choses puissent avancer. Alors, Chris, il y a aussi une autre alternative, c'est que je pense, si j'ai bonne mémoire, le 20 octobre,
la CENI doit boucler 1 an. Alors, la CENI est installée pour 1 an. On peut installer une autre CENI et celle-ci quitte simplement. Voilà, c'est ce dont je voudrais parler, parce que si ils n'arrivent pas à résoudre l'imbroglio, on peut attendre. Mais ce que je voudrais leur proposer par ailleurs, c'est d'ajouter tout simplement un membre à chaque formation pour faire passer... oui, bien sûr. Là, on parlerait d'un règlement politique. Parce que de toute façon, si l'UFC est devant les juridictions compétentes, notamment à la Cour constitutionnelle, le droit sera dit. Et le droit, on connaît son contenu. Mais ici, on ne peut aller que vers un règlement politique, ou alors l'UFC volontairement se désiste, et puis là, les choses sont débloquées, on continue, le processus se poursuit, ou tout simplement on s'entend sur un règlement. Et le règlement là, à défaut d'être indiqué par la loi, peut être un règlement consensuel. Et je crois que si l'UFC maintient toujours sa position, ce qu'on peut faire, c'est d'attendre que le délai expire pour qu'on en revienne à autre chose. En ce moment-là, je me demande si il faut demander l'avis peut-être du comité de suivi. Mais là, c'est qu'on sera obligé de reprendre encore. Peut-être que cela va engendrer encore de nouvelles polémiques. Bon, moi, ce que je propose, et je le dis sérieusement, c'est à défaut de trouver ce consensus-là, c'est d'aller vers un autre consensus en permettant, par exemple, que l'UFC maintient son homme à la CENI et peut-être que pour départager les deux formations, le parti au pouvoir et le C14 de permettre qu'ils prennent compte un. Au lieu une CENI à 19. Oui, CENI à 19. Il faudra modifier le code électoral. Oui, c'est ce que je dis, que cela relèverait d'un règlement politique, puisqu'on parle de consensus. Si on veut se fonder sur les lois, ce n'est pas possible qu'on dégage le membre de l'UFC, parce qu'on a dit qu'il n'y a que 3 façons de le voir partir. Peut-être qu'il est mort, démission, décès ou empêchement définitif. Mais puisque aucun de ces 3 critères-là n'est réuni, il faut aller vers un consensus. Il y a mon frère Rodi qui dit qu'il faut que ce soit par le bon sens. Et Jean-Paul qui conteste que si le bon sens doit être la règle maintenant, on va aller vers le chaos. Donc il ne reste que ce règlement politique et ce que moi je leur propose en ce qui me concerne. Voilà, malheureusement, c'est comme toujours sur le cas de Togo, le temps passe très vite, on est déjà arrivé à la fin. Non, je voulais juste dire un dernier mot en 10 secondes en disant que au-delà de cette question, il y a un enjeu politique par rapport à l'UFC, parce que ce qu'il faut comprendre derrière la position de l'UFC aussi, c'est que si aujourd'hui l'UFC quitte, c'est-à-dire qu'on consacre l'idée que l'UFC n'est pas de l'opposition parlementaire. Donc demain, pour tous les postes à venir, pour tous les enjeux à venir, l'UFC ne pourra plus s'en revendiquer. Donc c'est peut-être pour ça... de sortir de l'alliance et on comprendrait. C'est peut-être pour ça qu'il s'approche sur ce tableau à la fois. Merci Jean-Paul Ago, merci Rodrigue Aego, merci à Chris Ega. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. À demain.